Il est 15 heures et nous sommes le lundi 14 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Ce matin, une conférence pour bâtir la résilience africaine. Conférence sur le changement climatique présidée par le chef de l'État Ismaël Marguerite. C'était à El Hotel. Également dans l'actualité de ce 15 heures, Israël intensifie ses frappes à un hôpital touché dans le nord du Gaza par un raid aérien de l'armée sioniste israélienne. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a présidé ce matin une cérémonie de la deuxième édition de la conférence sur le changement climatique sous le thème Recherche et résilience. Cet événement de grandeur s'est tenu à Aïla Hotel. Étendue sur 3 jours, la conférence internationale de Djibouti sur le changement climatique a beaucoup de valeur. Elle sert de plateforme majeure de concertation, d'échange d'experts et de propositions de solutions viables et durables aux conséquences fort dédommageables posées par le phénomène du réchauffement climatique. garasha ugu jeexa kala wada muujiyo hadiya jeer wadae inad waajuka gudataybay cidiji kaarayne jahantiyo wax qabad lagu najaxo garasha ugu jeexa kala wada muujiyo hadiya jeer wadae inad waajibka gudataybay cidiji kaarayne jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste jariya burfanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeer horu qiray jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaad jariya burfanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeer horu qiraye La vocation de cette conférence à Djibouti a beaucoup contribué à l'atténuation des effets négatifs du phénomène du changement climatique à l'échelle nationale et régionale qui garantit par la qualité de ses participants dans un panel d'universitaires et spécialistes des questions d'environnement issus de tous les continents pour adopter des conclusions qui découlent d'un travail analytique porté sur des données rendues disponibles à l'issue d'un état des lieux minutieux à la fin de cette conférence. Outre le chef de l'État, les membres du gouvernement dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des hauts responsables ont assisté donc à cette conférence, des invités de marque également, des spécialistes des questions du climat et de la biodiversité, plusieurs institutions publiques et privées de renommée internationale ainsi que des représentants de la société civile étaient également présents à cette conférence, la deuxième édition du changement climatique qui s'est tenue à Aïla Hotel sous le thème Recherche et résilience. intaad hawl
Place maintenant aux séries des discours peu après l'arrivée du chef de l'État. En premier, le coordinateur de résident du système des Nations Unies à Djibouti, M. Baraouna, ainsi que le vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Écoutons ces deux personnes. Nous savons depuis longtemps que notre planète se réchauffe. Je viens de Bamako. Hier, la température affichait 47 degrés. Ça, c'est la température affichée, mais le ressenti fait plus de 50 degrés à Bamako. Mais aujourd'hui, les preuves sont accablantes. Les changements climatiques sont généralisés, rapides et s'intensifient à un rythme sans précédent depuis des millénaires. Le dérèglement climatique n'est plus une menace lointaine. Il est l'un des plus grands défis de notre planète. Et pour nous, en Afrique, c'est une réalité quotidienne. Sécheresse prolongée, inondations dévastatrices, vagues de chaleur extrême, dégradation accélérée des terres agricoles, tous ces phénomènes climatiques frappent déjà nos sociétés, accentuent la précarité des plus vulnérables et fragilisent la paix sociale. Dans ce contexte, réaliser les objectifs de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063 ou de développement durable à l'horizon 2030 impose une condition incontournable: bâtir des sociétés résilientes. Des sociétés capables de faire face aux chocs systémiques tout en assurant une gestion durable de nos ressources naturelles pour nous et pour les générations futures. Et au cœur de cette transformation se trouve une question centrale, une question géostratégique, une question géopolitique, celle de l'énergie. L'énergie est le socle de toute transformation structurelle. Elle est la condition sine qua non d'une transformation écologique réussie. Elle est un pilier de notre souveraineté économique. Car sans énergie fiable et abordable, pas de croissance économique, pas de développement, pas d'industrialisation, pas de services de base comme les hôpitaux et les écoles, et surtout pas d'innovation. Mais ce développement énergétique doit impérieusement répondre aux impératifs climatiques. Notre vulnérabilité face au changement climatique l'exige. C'est pourquoi nous avons besoin d'une transition énergétique ambitieuse fondée sur 3 principes, c'est-à-dire le développement, la résilience et la justice. Le secrétaire général à qui j'ai l'honneur de représenter à Djibouti, il parle dans chaque discours, il parle toujours du changement climatique et de l'impact négatif du changement climatique. L'année 2024, c'était l'année plus chaude dans l'histoire. Depuis qu'on enregistre les températures, c'était le plus chaud dans la planète Terre. Les derniers 10 ans, il était les 10 ans plus chauds aussi dans l'histoire, dans les planètes. Et le 2024, pour la première fois, on est arrivé à les 1,5 degrés qu'on veut éviter. En 2004, la température moyenne de la Terre, c'était déjà 1,5. Mais jusque-là, les mauvaises nouvelles. Il y a aussi de bonnes nouvelles. Les investissements dans le monde en énergie renouvelable sont en train de monter. Tous les pays sont en train d'augmenter leur investissement dans des sources nettes d'énergie. On commence à sortir de notre dépendance de brûler de pétrole pour fonctionner comme économie mondiale. Et pour moi, les meilleures nouvelles du changement climatique, c'est que tous nous, on peut faire quelque chose. Et on a des autres crises dans le monde qu'il y a très peu que nous pouvons faire. Quand on pense dans la souffrance aujourd'hui, par exemple, à Gaza, en Palestine, on pense à la souffrance à Soudan, on pense à la souffrance à Ukraine, il y a très peu qu'individuellement, chacun de nous, on peut faire. Le changement climatique, c'est différent. Chacun de nous, on peut faire quelque chose chaque jour. Prenons la parole également le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, est intervenu lors de cette conférence par visioconférence. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable,
Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie le docteur Nabil de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur le thème de ce deuxième sommet sur le climat, abrité par mon pays, la République de Djibouti, à travers cette courte vidéo préenregistrée. L'Afrique reste le continent le plus affecté par les changements climatiques. Le continent ne contribue qu'à hauteur de 4% aux émissions de gaz à effet de serre, tandis que les pays industrialisés polluent la planète depuis près de 150 ans. Certes, les obligations de protection de notre environnement et donc de notre planète sont d'une part collectives, mais elles sont en même temps différenciées. Pour les raisons évoquées tantôt, il est essentiel de comprendre la gravité des conséquences des changements climatiques sur les économies des pays vulnérables. L'insécurité alimentaire, l'exode et la migration, ainsi qu'une certaine forme d'instabilité politique, ont des liens directs avec les changements climatiques. Le sommet qui nous réunit ce matin est l'occasion d'échanger sur les capacités de nos pays à développer une certaine forme de résilience à travers le développement de la recherche, de nouvelles technologies et l'exploration des méthodes innovantes dans la gestion des ressources hydriques, la protection des sols et des terres agricoles contre l'appauvrissement et l'érosion, ainsi que la préservation des écosystèmes, aussi bien terrestres qu'aux marins. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Union africaine a développé des stratégies afin de promouvoir la transition énergétique, des plans d'action pour la gestion des sols et tout un programme dans le cadre de l'économie bleue. Toutefois, l'Afrique ne peut relever ces défis seule. C'est pourquoi les États membres continuent à faire le plaidoyer auprès des instances compétentes et à travers des plateformes reconnues comme la Convention des Nations Unies pour la protection de l'environnement, connue sous l'acronyme des COP. Les attentes de l'Afrique sont estimées à 100 milliards de dollars par an pour financer des plans d'adaptation, tandis que ce qui est proposé à l'Afrique, c'est quelques centaines de millions afin de financer des plans de mitigation assortis de plusieurs conditions. On est loin du compte. Nos pays doivent réfléchir en dehors de la boîte. Think out of the box, comme disent les anglo-saxons, et consolider la résilience à travers des changements d'attitude et de comportement individuels. Des politiques axées sur des stratégies développant les énergies renouvelables, la lutte contre la coupe de bois, la gestion efficace des ressources hydriques et le développement des techniques de recyclage des eaux usées et des déchets. Excellences, Mesdames et Messieurs, le climat est devenu l'un des enjeux centraux du développement. Je vous souhaite plein succès aux travaux donc de ce deuxième sommet sur le climat de Djibouti. Je vous remercie. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a indiqué que sous le leadership du chef de l'État, Ismaël Marguelé, notre pays continue son engagement dans la lutte contre le changement climatique à travers la mobilisation des acteurs régionaux. Voici les propos du ministre. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de vous remercier pour votre présence et surtout pour votre initiative climat qui nous permet de se retrouver ce matin pour ce deuxième sommet. Je salue votre confiance, je salue votre appui à la recherche scientifique, elle marque votre conviction et je vous cite: la recherche et la technologie sont les leviers du développement, qu'elles font progresser la connaissance, elles veillent à la prévention et elles assurent le développement. Cette conviction, Monsieur le Président, vous honore. Elle vous honore d'autant plus quand on voit le dénigrement actuel auquel font face la question climatique et la science, encouragées par des décisions politiques incompréhensibles et les fake news. L'augmentation des gaz à effet de serre que nous rejetons font que le climat, tout le monde l'a dit avant moi, s'emballe. Le monde connaît des pics de chaleur sans précédent, provoquant les sécheresses, les incendies, les inondations. Il a été dit que 2024 a été l'année où on a dépassé
les 1,5 degrés. Les scientifiques, mesdames et messieurs, nous alertent chaque jour que 5 seuils écologiques ont été dépassés. Et puis pas plus tard qu'en 2023, en septembre 2023, celui qui concerne l'eau douce a été dépassé. Parce que l'eau douce s'épuise chaque jour. Et concernant l'eau, justement, je citerai ces quelques phrases. Mon ami Sokona a parlé de l'énergie. Je pense que l'eau a également son intérêt. Je vous dirai tout simplement qu'un beau jour, l'âge venant, vous décidez d'en savoir plus sur la vie. Vous lisez le Coran et le Coran vous dit « Nous avons créé à partir de l'eau toute chose vivante ». Vous vous aventurez dans les mythologies indiennes. Vous constatez, ébahi, que tous les commencements se ressemblent. Il était une fois l'eau. Vous questionnez les scientifiques. Ils vous affirment que vous êtes fait d'eau. D'autant que les angoisses vous viennent aussitôt que vous vous interrogez sur l'avenir. Aura-t-elle assez d'eau, la planète malade que je vais laisser à mes enfants? Assez d'eau pour qu'ils boivent, assez d'eau pour qu'ils se lavent, assez d'eau pour faire pousser les plantes censées les nourrir, assez d'eau pour éviter qu'à toutes les raisons de faire la guerre s'ajoute celle du manque d'eau. Il devient alors urgent d'agir sur tous les fronts. Et partout, en commençant par changer nos comportements, nos modes de production, nos modes de vie et mettre en avant la recherche pour comprendre les phénomènes climatiques, leur impact, innover dans la conception des technologies propres pour réduire l'empreinte carbone. Prenons la parole également, le chef de l'État Ismaël Marguerite a indiqué dans ses propos, pour atteindre les objectifs communs, qui est de mettre en place des modèles fiables et opérationnels d'adaptation et de résilience durable, tout en préservant la croissance et le développement économique en Afrique. Écoutons la première partie de l'intervention du président de la République à cette conférence. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, face au bouleversement climatique qui frappe notre planète, Djibouti a fait le choix clair de l'engagement et de la responsabilité. Nous avons refusé de rester spectateurs. En octobre 2022, notre pays a lancé une initiative nationale ambitieuse, portée par une conviction profonde. La science, la coopération internationale et la mobilisation régionale sont les piliers incontournables d'une réponse efficace au dérèglement climatique. Cette initiative s'est matérialisée par 2 actions structurantes: la tenue d'un sommet international sur le climat et l'environnement et l'inauguration de l'Observatoire régional de recherche pour l'environnement et le climat, l'OREC. 2 actes forts qui traduisent une volonté politique assumée: faire de Djibouti un pôle de référence pour la recherche climatique, l'innovation environnementale et la construction de solutions locales et régionales. En créant l'OREC, nous avons voulu doter notre pays et notre région d'un instrument scientifique de haut niveau, capable de mesurer avec précision les effets du changement climatique, mais aussi de proposer des réponses concrètes, adaptées à notre contexte. En moins de 2 ans, cet observatoire est devenu un acteur crédible et dynamique du paysage scientifique africain. Il a obtenu des accréditations internationales majeures, noué des partenariats stratégiques avec des institutions de référence et développé des approches innovantes dans le suivi de la santé humaine et animale
à travers les technologies nucléaires. L'OREC a initié des recherches prometteuses sur les liens entre environnement et santé, notamment dans l'identification des biomarqueurs précoces liés aux maladies chroniques et au cancer. Il a aussi renforcé les capacités de notre pays à surveiller les phénomènes extrêmes grâce à un réseau étendu de stations climatiques et environnementales et à des modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle. Nous disposons désormais d'outils capables de détecter et d'anticiper des événements climatiques à une échelle locale avec une précision rarement atteinte dans notre région. Mais au-delà de la technologie, c'est l'humain qui est au cœur de notre démarche. L'OREC joue un rôle structurant dans la formation de notre jeunesse. Il accompagne des doctorants, met en réseau les chercheurs de la sous-région et contribue à l'émergence d'une nouvelle génération de scientifiques africains engagés, compétents et connectés aux enjeux du terrain. Il travaille aussi en étroite collaboration avec les communautés rurales, en mettant la science au service de leurs besoins. Adaptation des pratiques agro-pastorales, gestion des ressources, renforcement des capacités locales. Mesdames et messieurs, ces efforts sont guidés par une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Notre région, la Corne de l'Afrique, est en première ligne face au dérèglement climatique, sécheresse prolongée, épuisement des terres, baisse des rendements agricoles, migration forcée. Ces phénomènes mettent en péril la sécurité alimentaire, la stabilité sociale et la paix elle-même. Lorsque les ressources se raréfient, les tensions s'aggravent. Les conflits autour de l'eau, des terres, du bétail ne sont plus des exceptions. Ils deviennent des signes avant-coureurs de crises plus larges. Et à ces déplacés climatiques s'ajoutent les réfugiés ayant fui les conflits armés, augmentant la pression sur les infrastructures des pays d'accueil. Comme l'a justement affirmé Ban Ki-moon, le changement climatique ne connaît ni frontières ni idéologie et c'est un défi commun. Ce défi, nous devons le relever ensemble, avec lucidité, mais aussi avec ambition. Et écoutons la deuxième partie de l'intervention du président de la République lors de cette deuxième édition de la conférence sur le changement climatique. À Djibouti, nous avons décidé de faire de la résilience climatique une priorité nationale. Cela passe par une transformation profonde de notre modèle énergétique. Nous avons investi dans les énergies renouvelables, le solaire, l'éolienne, la géothermie, marée motrice, tout en explorant le potentiel de l'hydrogène. Notre vision est claire, accéder à une énergie propre, abordable, souveraine et participer activement à la réduction des émissions mondiales. Je suis convaincu que l'Afrique, si elle sait valoriser ses ressources naturelles et humaines, peut devenir un acteur mondial central de la transition énergétique. Mais cette transition ne se fera pas seule. Elle nécessitera un partenariat international juste, fondé sur la confiance, le partage des savoirs, l'accès au financement et une véritable reconnaissance de la contribution africaine à l'effort global. Nous devons également soutenir l'innovation locale, encourager une agriculture adaptée au nouveau climat, préserver nos ressources en eau
et renforcer l'éducation scientifique de notre jeunesse. Sur le plan régional, Djibouti travaille activement avec l'IGAD pour intégrer pleinement la résilience climatique dans les stratégies de prévention des conflits et de gestion des ressources partagées. Nous soutenons les mécanismes de dialogue entre États et communautés pour éviter que les tensions liées à l'eau ne deviennent des sources de division, mais au contraire des opportunités de coopération renforcée. Mesdames et messieurs, nous le savons, aucun pays ne peut faire face seul à l'ampleur de la crise climatique. C'est pourquoi nous lançons un appel clair à la communauté internationale. Un appel pour un soutien accru, pour des financements adaptés, pour des solutions qui soient à la fois justes, durables et ancrées dans les réalités des pays du Sud. Ce sommet que nous avons le plaisir d'ouvrir aujourd'hui n'est pas une simple conférence technique. C'est un espace de dialogue, d'écoute et d'engagement. C'est un moment de mobilisation collective pour traduire nos engagements en action, pour transformer les discours en politique publique et pour construire ensemble une nouvelle architecture de solidarité climatique. Car il n'y aura ni paix durable sans résilience, ni avenir viable sans stabilité environnementale, ni prospérité partagée sans justice climatique. Mesdames et messieurs, c'est avec cette ambition collective que je déclare ouverte la 2e édition du sommet Changement climatique, recherche, résilience. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 2e édition de la conférence sur le changement climatique. Également, dans l'actualité de ce 15h, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu hier M. Abdi Hachi Abdillahi, président du Sénat de la République fédérale de la Somalie, à la tête d'une délégation au sein de l'institution parlementaire avec les honneurs protocolaires dus à son rang. La rencontre s'est tenue en présence des membres du bureau, en l'occurrence la première vice-présidente, l'honorable député Safi El Djibril, le secrétaire du bureau, l'honorable Saliban Dahir, le 2e vice-président ainsi que l'honorable Ibrahim Abdou, le questeur et le président du groupe d'amitié Djibouti-Somalie et les honorables Aïcha Abdallah et Oubah Abdillahi Elmi. Le secrétaire général, M. Ismaël Goulal Boudil, était également présent aux côtés de 2 ambassadeurs des 2 pays. Après les salutations d'usage, le président de l'Assemblée nationale a exprimé ses chaleureuses salutations à l'endroit de son homologue somalien. Il a tenu à rappeler que notre pays et la République fédérale de la Somalie sont unis par des liens profonds d'amitié, de fraternité historique et de solidarité naturelle. Eh bien, lors de cette cérémonie, un déjeuner en l'honneur du président du Sénat somalien a eu lieu. Lors de ce déjeuner, donc, le président de la République fédérale de la Somalie a indiqué dans ses propos que cette rencontre s'inscrit dans une longue tradition de coopération fraternelle entre Djibouti et la République fédérale de la Somalie, liés par une histoire commune, une langue partagée, des affinités culturelles profondes et une proximité géographique stratégique. Les 2 pays ont toujours entretenu des relations diplomatiques de solidarité, de soutien mutuel et de vision partagée pour la paix dans la région. Cette séance de déjeuner entre les 2 présidents a permis d'aborder un large éventail de questions d'intérêt commun. Sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Agence de la promotion de la culture, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis, a eu lieu l'ouverture de l'American Corner à Balbala.
Cette cérémonie d'ouverture de l'American Corner était présent à l'ouverture la ministre de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que l'ambassadrice des États-Unis, le directeur général de l'Agence de la promotion de la culture, des conseillers du ministre également étaient présents à son arrivée. Une visite a été faite par le directeur général de l'Agence nationale de la promotion de la culture. Ensuite, ils ont fait l'ouverture officielle de la salle d'apprentissage de l'anglais de l'American Corner à Balbala. Les États-Unis investissent $30 000 en financement initial ainsi qu'un soutien en personnel et des programmes de qualité pour s'assurer le succès de cet espace dédié à la langue américaine, notamment la langue anglaise. L'American Corner accueillera une variété de programmes, y compris des ateliers sur l'entrepreneuriat, des formations de leadership et des échanges culturels. Place maintenant aux interventions. En premier, le directeur général de l'ANPC, l'Agence nationale de la promotion de la culture. S'ensuit l'intervention de l'ambassadrice des États-Unis. Écoutons tous deux. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue en ce jour d'inauguration officielle de l'American Corner de Balbala, un espace dédié à la connaissance, à l'échange culturel et au renforcement des liens entre nos deux nations. Ce projet, fruit d'un partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion de la culture et l'ambassade des États-Unis à Djibouti, matérialise notre engagement commun à promouvoir l'éducation, la culture et le dialogue. Grâce à ces mémorandums signés le 24 mai 2024, nous avons pu concrétiser une vision partagée, c'est-à-dire offrir au public djiboutien un accès à des ressources éducatives de qualité, des programmes interactifs et des opportunités d'apprentissage diversifiées. Je remercie également Son Excellence, Madame la Ministre, pour son soutien indéfectible à ces projets qui s'inscrit pleinement dans les priorités de notre ministère de tutelle. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez à la jeunesse et à la culture comme levier de développement. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui ce matin pour célébrer l'inauguration officielle du deuxième American Corner à Djibouti, ici à la Bibliothèque nationale. Cette étape importante reflète le partenariat solide et durable entre les États-Unis et Djibouti, fondé sur notre engagement commun envers l'éducation, les opportunités et un avenir meilleur pour la jeunesse. Cet American Corner est bien plus qu'un simple espace physique. Il représente une passerelle vers le savoir, les compétences et les opportunités qui permettront à la nouvelle génération à s'épanouir. Il s'appuie sur le succès de notre premier American Corner, hébergé à Djibouti-Ville avec nos partenaires de la Chambre de commerce. Ce deuxième espace élargit l'accès aux programmes d'anglais, aux formations en leadership et aux ressources numériques qui permettront aux Djiboutiens de se positionner dans l'économie mondiale. Prenons la parole également la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Iba Moumina Assowe, s'est exprimée en ces termes. C'est aussi, chère Cynthia, un plaisir pour moi de prendre la parole à cette occasion marquant l'aboutissement d'un beau projet de partenariat efficient. L'ouverture de l'American Corner, ici, dans la commune de Balbala, au sein de cette belle institution qu'est notre Bibliothèque nationale. Au nom du gouvernement djiboutien et du ministère de la Jeunesse et de la Culture, je tiens à vous exprimer nos chaleureux remerciements pour cette diplomatie dynamique et constructive, aménageant un espace de rencontre et d'échange, mais aussi un espace d'apprentissage et de formation, mais surtout un espace de partage sur tout ce qui concerne nos deux cultures et de rapprochement entre nos deux peuples.
En effet, la lecture est certes une rencontre avec soi-même, mais c'est surtout une rencontre avec les autres, un voyage qui ne connaît aucune frontière. Et à travers le page du livre, on lit, L-I-T, des histoires qui nous rapprochent, et on lit, L-I-E, des amitiés solides. Merci pour votre confiance et pour cette contribution qui va concourir non seulement à l'épanouissement de notre jeunesse, mais comme vous l'avez si bien décrit, aussi à l'insertion économique de nos jeunes, sachant que l'anglais est quand même la langue d'intégration régionale et qu'elle est de plus en plus demandée comme compétence à nos jeunes diplômés et non diplômés aussi. Je tiens aussi à féliciter l'Agence nationale pour la promotion de la culture et son directeur général, ainsi que ses équipes et vos équipes, pour la mise en œuvre et la concrétisation de ces projets, illustrant parfaitement la richesse de la diplomatie culturelle et éducative entre nos deux pays. Madame l'ambassadrice, l'American Corner incarne des valeurs universelles auxquelles je suis attachée, donc de partage des savoirs, d'accès à la lecture pour tous, d'ouverture sur le monde et des promotions du dialogue interculturel. Il offrira aux jeunes Djiboutiens qui fréquentent la Bibliothèque nationale, amicalement abrégée BN, aux étudiants de l'université, qui est aussi une de mes maisons, aux chercheurs et au grand public de ressources documentaires et culturelles abondantes, de livres, des outils numériques, des programmes de formation et des animations culturelles variées. Aussi, je rejoins donc votre voix et je lance un appel à tous les Djiboutiens. Venez nombreux explorer et profiter de cet espace, participez à ces activités et saisissez les opportunités qu'il vous offre. Et voilà qui nous ramène de parler de cette performance exceptionnelle. Ougas décroche l'argent, c'était au marathon de Paris. L'athlète djiboutien Ibrahim Hassan Ougas a réalisé une performance remarquable en se classant deuxième au prestigieux marathon de Paris. C'était hier grâce à une course maîtrisée de bout en bout. Il a su imposer son rythme et démontrer tout son potentiel face à une concurrence de haut niveau. La médaille d'argent est bien plus qu'un exploit individuel. Elle symbolise la montée en puissance de l'athlétisme djiboutien sur la scène internationale. Il était entre deux Kenyans qui ont décroché la première et la troisième place. Cet exploit, donc, il est fruit de l'engagement du président de la République dans le soutien indéfectible au sport national, notamment en athlétisme, ce qui permet à nos athlètes de concourir dans des meetings internationaux comme le marathon de Paris. C'était hier matin. Félicitations donc à Ibrahim Hassan Ougas pour cet exploit remarquable. Et en nouvelle du monde, je vous le disais en titre, l'État sioniste, son armée intensifie ses frappes à un hôpital touché dans le nord du Gaza. Un patient est décédé lors de l'évacuation de l'hôpital Al-Ahli à Gaza. Après cette frappe de l'armée sioniste survenue avant l'aube, selon le personnel médical, il n'a pas pu recevoir les soins d'urgence nécessaires à temps. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.